Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Aujourd'hui, nous allons parler de formation. Je fais suite au précédent article où j'ai discuté de différents rôles entre les différents métiers, entre coach, consultant, formateur, mentor. Et donc logiquement, il fallait qu'aujourd'hui je vous précise un peu plus ce qu'on entend par le mot formation. Et c'est pour ça que l'intitulé de cette vidéo c'est Devenir formateur pro est-il une bonne ou une mauvaise idée? En effet, on peut le voir partout actuellement que la formation a le vent en poupe. Ça veut dire quoi? C'est que beaucoup de formations sont désormais proposées sur tous les sujets. C'est désormais pour les professionnels du bien-être une possibilité de développement, voire même carrément leur activité entière si c'est ce qu'on souhaite faire, enseigner et partager un savoir. Néanmoins, ces dernières années, j'ai pu remarquer qu'en fait, le cadre réglementaire que nous avons ici en France sur la formation n'est pas connu ou très peu, voire carrément ignoré. Et d'un autre côté, pour ceux qui le connaissent, il peut faire peur et ça peut bloquer certaines ouvertures de projets, certaines envies de se lancer. Donc j'ai voulu aujourd'hui vous parler de cela pour vous résumer simplement ce que c'est et voir ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour lancer une offre de formation dans le cadre de notre activité ou pour se positionner directement dessus. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans ce sujet-là, il est important de comprendre qu'il y a certaines choses à mettre en place. Déjà, on va déjà réfléchir sur le fait que souvent, quand on lance un projet ou une offre de formation ou quel que soit, il y a deux types d'attitudes. Il y a ceux qui analysent beaucoup et ensuite font, sans forcément être sûrs de ce qu'ils ont fait par rapport à leur marché. C'est-à-dire, dans le cadre de la formation, il y en a qui vont étudier toute la réglementation et mettre en place toutes les normes de leurs produits sans même savoir si leur produit correspond à leur cible et si même si cette stratégie était la plus adéquate pour eux dans leur activité et dans leur contexte. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui se lancent tête baissée dans l'action, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai une idée, je la mets en place et je fais en sorte d'avoir de plus en plus de prospects, de clients pour me développer. Et le reste, on s'en moque un peu car le plus important étant de générer des revenus via notre activité. Donc on oublie complètement le cadre réglementaire, quitte à se mettre dans des problèmes après avec l'État et avec même soi-même en termes de professionnels. Donc l'intérêt c'est de se dire, les deux approches sont intéressantes et peuvent même être complémentaires. Donc comment fait-on? Je propose trois idées, trois étapes. Tout d'abord, comme tout projet, tout lancement d'entreprise, c'est positionner clairement sa stratégie marketing. Qui je suis, où je vais, de quelle manière, qui sont mes potentiels clients, qui sont mes concurrents, comment se passe le marché, etc. Ça, ce sont, on va dire, les fondamentaux. Tout projet devrait commencer, il doit commencer par cette réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, où je vais, comment, avec qui, de quelle manière, avec quel fonctionnement je vais avoir, quelle stratégie, quel système je vais mettre en place. Une fois qu'on a fait ça, et j'en parlerai dans d'autres articles, dans d'autres vidéos, voire même vous pouvez regarder sur mon site, dès que j'aurai lancé le guide sur ce sujet, vous pourrez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez plus d'informations à ce sujet. La deuxième étape, c'est de tester, bien évidemment, c'est-à-dire ce que j'ai créé suite à l'interaction avec ma cible, est-ce que ça fonctionne? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ce que je propose, concrètement? Et si oui, à combien? Est-ce que ça marche? Est-ce que les résultats derrière sont au rendez-vous? Voilà. Et après, on se réajuste. Ça, c'est la phase de début de projet. C'est vraiment, je conçois, je teste, je propose et je vérifie que ça fonctionne bien. Et ensuite, une fois que ça, c'est validé, on peut s'intéresser au contexte réglementaire dans lequel notre action s'inscrit. C'est-à-dire, dans ce cas précis, je propose une formation, ça marche, les gens veulent. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis une formation professionnelle ou est-ce que j'en suis pas une? Voilà. Est-ce que je m'inscris dans ce registre-là et je fais les démarches pour, ou je choisis de ne pas le faire? Donc, c'est ce qu'on va observer maintenant dans la suite de cette vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel est le cadre réglementaire en France par rapport à cette réflexion? Alors, le cadre réglementaire en France, il est assez simple. Soit on a une action de formation qu'on appelle formation professionnelle, soit il y a le reste.
Voilà, donc c'est assez binaire en fait. C'est soit notre action rentre dans le cadre du champ professionnel, soit non. Alors qu'est-ce que ça veut dire une formation professionnelle? Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au terme juridique en France, le mot formation tel que l'on le comprend renvoie à l'usage de la formation professionnelle. Donc c'est quoi? C'est donc une entreprise qui propose ce qu'on appelle une prestation d'offre de formation. Voilà, donc on est dans le cadre du champ de formation professionnelle, on propose une offre de formation. Et en tant qu'entreprise, on est un organisme de formation avec un numéro d'activité qu'on appelle le fameux NDA. Voilà, donc on est un organisme de formation qui propose une offre de formation. Et cette offre de formation est réglementée. Il y a des contraintes administratives à bien prendre en compte. Il y a des documents à avoir, des documents à présenter et par exemple des conventions, des feuilles de présence, des attestations. Voilà, il y a toutes les sortes de documents, des choses à déclarer ensuite. Et ça a une incidence au niveau comptable aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à la formation se met dans un cadre spécifique et tout ce qui ne l'est pas dans un autre. Il faut bien séparer, parce qu'en plus il y a des incidences, si on va après dans le détail, sur la TVA, etc. Voilà. Tous les ans, il y a des contrôles et la formation professionnelle doit être déclarée dans un document à part qu'on appelle le bilan BPF, le bilan professionnel de la formation. Voilà. Et les contrôles sont effectués pour vérifier que les contraintes administratives sont bien respectées, que les apprenants ont bien les documents qu'il faut et que légalement on a bien émis tout ce qu'il fallait. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, la formation professionnelle, et c'est ce qui est mis en avant pour ceux qui souhaitent le devenir, c'est qu'elle permet d'obtenir des financements de l'État via ce qu'on appelle les OPCO. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Que nos clients concrètement peuvent se faire rembourser une partie, la totalité, ou un petit peu quoi, de la formation. Donc c'est un gros avantage, on va dire, c'est une plus-value pour nous en tant que argument de vente, c'est-à-dire bah oui, en plus vous pouvez vous faire financer une partie car nous sommes reconnus comme professionnels. Voilà, bien entendu, derrière tout cela, il y a des démarches à effectuer et comme on est en France, beaucoup d'administratifs et de papiers. Voilà, ce n'est pas automatique, il ne faut pas juste se dire on est dans la de formation, ça y est, on récupère les sous de l'État. Ça ne se passe pas comme ça et généralement c'est un parcours un peu plus compliqué. Alors, pour le reste, eh bien, toutes les formations qui ne sont pas des formations pro, ce sont des formations autres. Voilà. Et donc, ce sont des entreprises classiques, ou micro-entreprises classiques, qui ne proposent donc pas des offres de formation, mais ce qu'on appelle une prestation de service. C'est-à-dire qu'il n'y a donc aucune contrainte administrative par rapport aux organismes de formation. Bien entendu, aucune contrainte administrative dans le cadre de la formation, mais il faut bien respecter les droits classiques de l'entreprise, c'est-à-dire facture, les contrats, et s'il faut des contrats, etc., etc. Donc, bien évidemment, quand vous proposez ce genre de formation, vous n'avez pas accès au financement de l'État que nous avons mentionné. Voilà. Et en France, ce qui est marrant, parce que finalement personne ne le sait, enfin en tout cas très peu, moi je ne le savais pas, même si vous avez une action pédagogique, parce qu'il faut être une formation et qu'elle n'est pas considérée comme de la formation pro, c'est incorrect juridiquement de l'appeler formation. Bon voilà, c'est la petite touche perso, il faut le savoir, mais en fait, dans les faits d'usage, tout le monde appelle une action pédagogique formation. Mais maintenant, vous saurez la différence. Normalement, on emploie le terme formation quand c'est une formation professionnelle faite par un organisme de formation. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour savoir dans quel cadre rentre notre formation? Est-ce que c'est une formation pro ou pas? Alors là encore, c'est assez simple. Les formations pro, ce sont des formations qui ont pour but d'acquérir des compétences uniquement professionnelles. C'est-à-dire que celui qui apprend doit pouvoir appliquer ce que vous lui avez enseigné dans un cadre de travail défini. Voilà. Et pour ce faire, eh ben, il faut faire un programme avec des modules spécifiques, avec une durée déterminée, des moyens, des dispositifs bien précis et avec une évaluation finale avec la satisfaction ou pas de la personne. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas là-dedans, eh ben, ce n'est pas une formation pro. Donc par exemple, sont exclus tout ce qui est action non professionnalisante, c'est-à-dire les formations de loisirs, le jardin, le sport, tout ce qui a trait au développement personnel et les coachings bien entendu, sauf exception. Voilà. Alors pas de panique si vous êtes dans le cadre du développement personnel, car en fait, il est toujours possible de travailler sur son offre et son produit pour le rendre professionnel. Voilà. Bien évidemment,
ça nécessite un travail en amont. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, il fallait bien réfléchir sur son projet, sa stratégie marketing, sur ce qu'on propose. Car si on se dit, voilà, on va rentrer dans le cadre de champ professionnel, et ben il faut rendre sa proposition, ce qu'on fait, professionnel. Voilà. C'est beaucoup lié à la sémantique, aux mots, mais il faut reconnaître qu'en France, comme on est un pays administratif, un ou deux mots, une phrase peut tout changer entre être reconnu organisme de formation ou pas. Voilà. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que j'en fasse un article ou une vidéo pour vous expliquer comment faire pour professionnaliser, on va dire, vos compétences en développement personnel et spirituel. Voilà. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que devenir un formateur pro est-il le meilleur choix possible pour vous? Alors à ce moment-là, il faut qu'on se pose des bonnes questions, c'est-à-dire voilà, quel est mon contexte, quelle est ma stratégie, mon positionnement, et à partir de là, il faut décider. Il y a trois possibilités en fait. Soit on est un organisme de formation qui propose uniquement des formations professionnelles, soit on est une entreprise classique et on propose des prestations de services avec des actions pédagogiques, qu'on appellera formation, mais bon, on sait maintenant que c'est pas légal. Ou soit on est un organisme de formation qui propose et des formations pro et des formations non pro. C'est selon notre cycle, c'est selon le contexte, c'est selon pas mal de choses. Voilà, donc c'est des variantes. Par exemple, moi, comme micro-entrepreneur avec la Vendor Academy, je suis organisme de formation et je ne propose pas de prise en charge. Ce qui simplifie les démarches et qui conserve pour moi un aspect sérieux. Bien entendu, je réfléchis aux prochaines actions et pouvoir proposer des prises en charge dans un futur. Mais actuellement, le parti pris, ça a été d'être un organisme de formation sans prise en charge, uniquement avec des fonds privés. Donc c'est aussi une variante possible. D'accord? Donc, comme je vous disais, tout est dans les détails. Il faut bien réfléchir et ne pas se laisser avoir par des illusions, c'est-à-dire les pièges qu'on peut entendre en marketing, c'est-à-dire devenir riche sur une semaine grâce aux formations financées CPF ou devenez formateur en 2 semaines et vivez proche de votre piscine sans rien à faire. Voilà, ce genre de réflexion est trompeur parce que ce qu'on ne dit pas derrière tout ça, c'est tout l'aspect pesant administratif. Parce que ce sont des tâches lourdes. Il y a beaucoup de documents à mettre en place, un suivi. Alors si en plus vous prenez des fonds publics, il y a carrément des démarches qualité, des certifications à la clé qu'il faut passer, qu'on appelle Calliope, et puis après bon, il y a les registres des métiers, etc. Il y a d'autres choses qu'il faudra pouvoir faire, et ça demande beaucoup de travail en amont et même pendant. C'est-à-dire qu'un client vous demande beaucoup de temps. À la fin, beaucoup de personnes délèguent ou même s'arrachent les cheveux par rapport à tout ça. Il faut le connaître, il faut le savoir. Même si c'est intéressant, il faut être préparé pour ça. Ce n'est donc pas une offre de facilité, de se dire, on va dire une semaine, je passe tous mes documents et c'est fini. Non, parce qu'il faudra de la rigueur, du travail et être sérieux. Bien entendu, ces qualités-là sont aussi applicables aux autres champs. C'est-à-dire que si vous êtes dans une action pédagogique classique, il faut également être sérieux et émettre les documents qu'il faut et être précis et rigoureux. Mais vous n'avez pas tout l'aspect pesant, embarrassant de devoir justifier tout ce que vous faites vis-à-vis des préfectures et de l'État. Voilà, donc pour moi, je vous invite à réfléchir sur votre contexte et votre manière de fonctionner. Qu'est-ce que je propose? À qui va mon offre? Qui sont ces clients potentiels? Comment est-ce que je suis par rapport à la partie administrative? Voilà. Les 3 chemins sont ce qu'ils sont. Des chemins et qui s'adaptent à vous. Il n'y a aucun chemin qui soit meilleur que l'autre. Bien entendu, il faut avoir un travail de fond. Comme je vous dis, la base, le fondamental, c'est la stratégie marketing. Qui vous êtes et vers qui vous vous tournez et quel est votre positionnement. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, je ne vais pas ça un détail, mais c'est la partie, on va dire, qui devrait vous poser le moins de problèmes. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez faire, derrière, vous verrez bien quel est le chemin le plus adapté, sachant qu'on peut passer d'un chemin à l'autre en cours de route, rien n'est figé. Voilà, si cet article vous a plu, n'hésitez pas, cette vidéo, à le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me poser des questions complémentaires s'il y a des choses qui vous semblent obscures. Et si vous souhaitez d'autres sujets par rapport à tout ça, n'hésitez pas également à l'écrire, je vous répondrai bien entendu. Je vous souhaite alors une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure et du moment et de l'endroit où vous êtes pendant que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.